Donc, première partie de la matinée, l'état des lieux dans le Val d'Oise, avec tout d'abord la MDPH que nous accueillons, Madame Lackner et Madame Guglielmi. Bonjour à tous. Donc Isabelle Lackner, je suis directrice de la MDPH du Val d'Oise et je te laisse te présenter Et aussi. bonjour, Audrey Guglielmi, je suis adjointe au chef du service de l'évaluation à la MDPH du Val d'Oise, pilote de plusieurs démarches, la réponse accompagnée pour tous, le dispositif intégré handicap et la communauté 360. Du coup, nous intervenons ce matin en ouverture de ce colloque pour vous faire un état des lieux de l'autisme dans le Val d'Oise. Alors, on n'a pas la prétention d'être complètement exhaustif sur cet état des lieux. On voulait commencer par quelques données chiffrées. Alors, je vais voir si... Parfait. Voilà, quelques données clés sur les troubles du spectre autistique. Donc, TSA, je vais utiliser l'acronyme, ça sera plus simple. Donc, quelques chiffres clés, sachant que nous n'avons aujourd'hui pas d'observatoire consolidé. On y travaille quotidiennement à la MDPH pour pouvoir avoir dans nos systèmes d'information et à travers des outils tels que les outils d'orientation ou autres, des données plus fines sur les handicaps de manière générale. Mais voilà, les chiffres qu'on vous donne ici restent malgré tout des approximations, même si certains sont très précis, mais ne sont pas complètement exhaustifs sur les TSA dans le Val d'Oise. Donc, au niveau de la population concernée, en France, on a à peu près 1% de la population qui présente des troubles du spectre autistique, donc ce qui représente 700 000 personnes et 12 700 personnes dans le Val d'Oise. Sur les orientations enfants en cours, donc là, ce sont des données de septembre 2025. Vous verrez aussi qu'on peut avoir des chiffres qui peuvent sembler quelque peu incohérents, mais en fonction du moment où on les prend et de l'analyse qu'on en fait et de ce qu'on met comme critères de recherche, on a des résultats qui peuvent être très différents, qu'on a parfois du mal à s'expliquer, à pouvoir expliquer, mais voilà, c'est la réalité aussi de notre quotidien. Donc, on a aujourd'hui 3178 orientations enfants en cours et parmi ces 3178 orientations, on a 340 enfants qui ont une orientation vers un IME et qui sont donc codés en termes de déficience sur notre système d'information TND, TSA. Donc, on est sur un spectre assez large TND, TSA. Et c'est ça de 410 enfants codés TND, TSA. Donc là aussi, le codage, ce qu'on appelle le codage des pathologies dans nos systèmes d'information est relativement récent, donc n'est pas encore forcément exhaustif, mais on commence quand même à avoir des chiffres qui s'approchent de la réalité sur l'ensemble des enfants qui ont, et des adultes aussi, des personnes en situation de handicap qui ont un droit ouvert à la MDPH. Ensuite, des éléments issus du diagnostic territorial partagé qu'on avait fait en juillet 2023 et qui ont donné lieu à des orientations dans le cadre du plan inclusif. Donc, on a sur le Val d'Oise, vous le savez, une grande tension sur l'offre médico-sociale. Donc, on a en juillet 2023 1232 enfants TSA en attente de place en établissement et services et adultes 1096 personnes identifiées comme souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Un petit focus sur les amendements Creton. Donc, on a pour l'année 2024-25 96 jeunes concernés, et ce qui représente 58% des jeunes en amendement Creton qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme.
Alors, on a une des missions de la MDPH, c'est également l'accompagnement des parcours par le biais du suivi des orientations, de la réponse accompagnée pour tous et du dispositif intégré handicap, qui, je le rappelle, est un dispositif financé par l'ARS mais porté par la MDPH, avec une entrée en coordination de parcours complexes et l'élaboration de diagnostics territoriaux. Et il nous a semblé important, effectivement, de faire un focus sur toutes ces familles, tous ces enfants, tous ces jeunes, tous ces adultes que l'on suit et qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, on organise, vous le savez bien, parce que vous êtes régulièrement invités à participer au groupe opérationnel de synthèse de niveau 2, où on essaye collectivement d'élaborer des solutions. Sur 2024, nous avons organisé 20 GOS 2. Sur ces 20 situations, 14 étaient des jeunes, des enfants, des adultes présentant du TSA. Dans le cadre du dispositif intégré handicap, les coordinateurs de parcours complexes ont suivi en 2024 198 personnes. Et sur ces 198 personnes, 117 présentaient un trouble du spectre de l'autisme en tant que déficience principale, qui correspond quand même à 59% des suivis. Et sur ces 117 personnes, 77 présentaient des comorbidités somatiques, des comportements problèmes, avec une nécessité du coup de solliciter plusieurs acteurs, plusieurs champs sanitaires, éducatifs, médico-social, etc. On a fait on a essayé de regarder les tranches d'âge les plus représentées sur ces 117 personnes. On est sur des petits jusqu'à à peu près 25 ans. Donc voilà, c'est des accompagnements qui nous occupent beaucoup, qui nous font beaucoup réfléchir et qui mobilisent beaucoup d'acteurs. Sur le Val d'Oise et depuis le Covid, il y a des dispositifs de répit et notamment axés sur les enfants et les jeunes. Avec des pérennisations, mais ça, l'ARS en parlera tout à l'heure, ce qui permet à des enfants et des jeunes sans solution de prise en charge, vraiment, on privilégie les personnes qui ne sont pas en IME ou qui ont 40 minutes d'école par semaine, de pouvoir être accueillis sur les temps de vacances au sein d'IME qui ouvrent. Et ce sont des enfants autistes. En 2023, il y a eu 248 enfants accueillis sur ces temps de répit sur plusieurs sites. Et en 2024, 268 enfants, alors sur les sites de la Mayotte spécifiquement, et 27 enfants accueillis au sein d'autres IME qui avaient proposé ce projet, qui avaient ouvert leurs portes avec des équipes dédiées, des IME de la paix, des IME de l'entrée d'union. Donc 295 enfants TSA sans solution ont pu quand même bénéficier d'activités de prise en charge spécifiques sur ces temps de vacances. Et dans le cadre, on le reverra tout à l'heure, dans le cadre de ces répits, il y a des belles mutualisations. On a cité quelques exemples après parce que il y a des belles choses qui se font et ça offre vraiment des temps aux familles, aux fratries et aux enfants pour souffler. Alors, dans le cadre, on est plutôt au-delà des besoins, on est aussi sur des constats. C'est-à-dire que dans le cadre des évaluations effectuées par les différents professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les médecins, les ergothérapeutes, les infirmiers, les psychologues, les travailleurs sociaux, les enseignantes, on constate des choses dans les projets de vie des personnes et puis aussi dans sa mission d'accompagnement des parcours, dans tous les échanges que nous avons avec vous tous, partenaires, établissements. On identifie quand même des grosses tendances, des gros besoins, alors qui sont pris en compte et du coup, je pense que le conseil départemental et l'ARS vont y revenir juste après, mais qu'il faudrait peut-être étendre, enrichir, développer.
On constate qu'il y a une vraie nécessité aussi de travailler sur la dynamique familiale et le travail auprès des fratries. Le handicap, c'est pas une personne, hein, ça touche vraiment la systémie familiale. Il y a peu de centres de systémie sur le Val d'Oise. Alors, il y en a un, souvent les familles vont à Paris, mais on se rend bien compte que l'autisme dans une famille, il faut l'accompagner avec tous ses membres. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup relaté, échangé quand on travaille sur les accompagnements auprès des familles. On repère aussi, on se dit que au sein des établissements, enfants, adultes, il y a vraiment, vous êtes tous concernés. Enfin, je crois qu'il n'y a pas un directeur à un moment donné qui n'a pas été concerné par une situation extrêmement complexe, accompagné en 1 pour 1, voire en 2 pour 1, qui ne supporte plus la collectivité, qui supporte plus l'entourage et où la structure même médico-social ne correspond pas. Et on se dit que parfois, des toutes petites unités, alors sur des établissements, au sein des établissements, pourraient être aussi une réponse, alors transitoire, momentanée, mais que ça correspondrait à un moment de la vie de l'enfant ou de l'adulte qui ne peut plus être en grand groupe, voire en moyen groupe. La question du transport sur le Val d'Oise est une vraie question également. Vous êtes également impacté parfois par des enfants, des adultes qui ne peuvent plus prendre le transport collectif organisé par les établissements. Et ça crée des vraies ruptures de parcours également. Et du coup, voilà, il y a une vraie réflexion autour de la question du transport. Et puis, on a cité l'exemple des travailleurs en ESAT, hein, qui ont des capacités de travail, qui, une fois qu'ils entrent en ESAT dans un cadre précis, parviennent à remplir leurs tâches, etc., mais qui sont dans l'impossibilité de se rendre sur le lieu de l'ESAT. Et ça, c'est un vrai souci, et on est de plus en plus sollicité également dans ce cadre. Un point également sur les constats et les besoins, c'est qu'on a, Isabelle en parlait, une tension sur l'offre médico-sociale, bien sûr, avec des enfants qui restent parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sans prise en charge ou qui ne rentrent jamais en IME. Et souvent, à l'adolescence, on est sollicité parce que les troubles sont très importants et que à 13, 14, 15, 16 ans, c'est très compliqué de trouver une place en IME. Alors, on a des directeurs qui proposent parfois des petits bouts de prise en charge ou des projets sur mesure. Néanmoins, beaucoup restent sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait avec ces familles pour des jeunes de 14-15 ans qui ne trouveront pas de solution d'accompagnement avant leur entrée en établissement adulte? Donc voilà, peut-être penser aussi à des accompagnements transitoires sur ces périodes adolescentes difficiles pour qu'il n'y ait pas rien avant l'entrée sur l'âge adulte. Et puis la question du soin. Alors il y a des évolutions puisque on a vu naître HandiConsult, on a de plus en plus de partenariats aussi avec Paris, mais voilà, ça se doit se développer au niveau des soins somatiques, et le partenariat est toujours à actionner avec les services hospitaliers, avec tout ce qui est fait également. Et il y a des vraiment beaux projets avec les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. On a certains acteurs, je pense à l'IMO du Bois d'en Haut qui travaille et qui a développé un projet dans ce sens avec la CPTS du Vexin. Mais il y a d'autres beaux projets sur d'autres CPTS. Je crois qu'il y a 9 CPTS actuellement sur le Val d'Oise. Voilà, où les libéraux se rapprochent aussi des acteurs du médico-social pour travailler sur cette question du handicap. Donc, je poursuis sur les besoins qui sont nombreux, mais vous verrez après, on vous parlera de la dynamique engagée, des projets qui sont déjà engagés, comme vous le savez. On a identifié aussi le besoin de travailler les parcours en fonction des besoins et dans un mode plateforme. Alors, ça tombe bien puisque l'évolution et la transformation de l'offre va dans ce sens pour davantage de souplesse, d'agilité, de modularité dans les parcours, notamment alors sur les périodes de
transition, passage à l'âge adulte, vieillissement, mais aussi sur la petite enfance, sur l'adolescence, autour de moments de crise, voilà, d'avoir des solutions plus souples et modulaires. Des besoins liés à l'accompagnement des personnes présentant un TSA par des services d'accompagnement à domicile. Voilà, c'est aussi un des besoins qui transparaît à travers les partenariats qu'on a, à travers les évaluations des demandes. Le développement de la scolarisation adaptée et étayée par le médico-social. Donc là aussi, les pôles d'appui à la scolarité et toute la dynamique déjà en cours permet de développer ce besoin, mais qui est réellement présent. Un besoin de répit pour les plus de 20 ans. Alors, c'est un besoin qui peut être moindre que pour les enfants, mais qui existe néanmoins. Le développement de structures pour des enfants et jeunes à double vulnérabilité, donc des enfants en situation de handicap qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a depuis quelques années maintenant vraiment renforcé notre dynamique de travail au niveau du département entre la MDPH, le département et les services de l'aide sociale à l'enfance. On a développé des solutions, mais voilà, on voit qu'il y a un besoin qui est vraiment prégnant encore pour cette population. Et puis, on repère de plus en plus un besoin d'accompagnement spécifique pour les personnes souffrant d'autisme Asperger. Parce qu'il y a, là aussi, il y a déjà une offre qui existe, mais notamment sur l'accompagnement à la vie sociale, on identifie à travers les demandes un besoin à ce niveau-là. Donc, je repasse la parole à Audrey sur tout ce qui existe en coopération. Effectivement, Emmanuel Bénézet, je le disais tout à l'heure, la coopération et la collaboration, elle est essentielle. Donc la MDPH tente de travailler cette coopération à différents niveaux, à la fois sur le développement de l'offre avec nos collègues du conseil départemental et de la délégation départementale de l'ARS, où on est quand même constamment en lien. On travaille également avec vous tous sur la mise en place de nouveaux dispositifs, et quand il y a des extensions, quand il y a des réévaluations de projets, on se rencontre régulièrement, on vient vous visiter. Les équipes de la MDPH font des réunions régulières avec vous sur la montée en charge quand on a la chance d'avoir des places et des extensions, et ça c'est super. Et avec le plan inclusif Île-de-France, il y a quand même eu plusieurs projets. On travaille également avec tous les acteurs au niveau des situations individuelles, que ce soit les ESMS, que ce soit le sanitaire, l'ASE, la PJJ. C'est vrai qu'on est sollicité de plus en plus par tous les acteurs, et c'est plutôt bien. Donc tout acteur qui peut concourir effectivement aux besoins. Et puis je voulais citer dans le cadre de la communauté 360, qui est quand même une démarche avec les acteurs du droit commun, un projet là qui vient de se confirmer avec le financement possible, qui est une équipe dédiée. Alors ça va être porté par l'Appel Espoir, sur la formation des animateurs et des directeurs de centres de loisirs. Les premières sessions de formation vont commencer avec plusieurs communes, Hermont, Cergy, Vauréal. On est aussi dans une dynamique avec les acteurs du droit commun qui est très intéressante et qui va permettre aussi de faire évoluer les choses. On a cité le pôle ressources handicap qui est en train d'être travaillé avec la CAF, avec cette même dimension de formation, mais également pour la petite enfance et les acteurs des crèches. Et puis la plateforme d'accompagnement et de répit portée par EVA qui va bientôt voir le jour. Et quelques exemples pour clore notre propos de partenariat dans le cadre des répits qu'on a pu relever au travers des bilans des répits faits par les établissements médico-sociaux qui ont ouvert pour accueillir ces enfants. Il y a eu des mutualisations
mutualisation, il y a eu des prêts de bassins de balnéothérapie, il y a eu des mises à disposition de salles d'apaisement, il y a eu des accès à des jardins thérapeutiques, à une ferme pédagogique, je crois que c'était sur Char. Voilà, il y a eu vraiment des échanges de bonnes pratiques dans le cadre de ces répits et ça traduit la dynamique qu'il y a quand même sur notre département à échanger, collaborer et trouver collectivement des solutions. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, sans plus tarder, nous accueillons maintenant le conseil départemental représenté par Madame Honoré Rouget et l'agence régionale de santé représentée par Monsieur Le Drogo et Madame Brocard. Bonjour à tous. Donc, notre intervention arrive après celle de la MDPH qui a évoqué le partenariat de longue date qui existe entre nos trois institutions, hein, MDPH qui ouvre les droits et qui accompagne les situations, et les autorités que nous représentons qui développent, autorisent et financent l'offre en faveur des personnes handicapées. Donc, ce partenariat, il a mis en évidence en fait des difficultés d'application de la réglementation. La réglementation, elle prévoit que les établissements sont ouverts pour un public spécifique, pour parfois jusqu'à des tranches d'âge, et donc segmentait en fait l'offre sur l'offre de places et d'accompagnement en établissement et services. La démarche réponse accompagnée pour tous nous a obligés à travailler un peu différemment sur la base de ces constats et a permis de signer une convention qui a été signée en 2023. Donc, il a fallu quand même du temps entre la démarche qui a émergé en 2014 et puis la concrétisation en fait de ce partenariat. Mais une convention a été signée pour permettre en fait de déroger à des dispositifs administratifs qui étaient rigides. Alors, les dérogations portent essentiellement sur des dérogations d'âge, dans les établissements pour enfants qui prévoyaient parfois des sous-catégories qui étaient qui ne permettait pas finalement de rendre les parcours fluides. Des dérogations d'âge aussi pour l'accueil en établissement adulte de jeunes de moins de 20 ans. On devient adulte à 18 ans, mais les règles de financement voulaient que avant 20 ans, c'était plutôt l'agence régionale de santé. Après 20 ans, c'était le département. C'était quand même d'une complexité étonnante. Et puis, l'accueil, ça permettait aussi d'accueillir en établissements qui sont spécialisés dans la prise en charge du vieillissement des personnes handicapées, mais de moins de 60 ans. Donc voilà, tous ces verrous ont été levés de manière pérenne dans le cadre de cette convention. Il y a d'autres difficultés qui étaient apparues et qui ont fait l'objet de dérogations. C'est la dérogation à la spécialité de l'agrément. Donc ça, c'est un mouvement qui est quand même maintenant bien porté sur le plan national, puisqu'un établissement n'est plus spécialisé sur un public, mais on ouvre des possibilités d'accueillir une personne avec des troubles connexes à la déficience principale. Alors après, il y a aussi des dérogations qui nous sont présentées par les établissements eux-mêmes. Et les autorités, finalement, suivent les propositions que les personnes qui accompagnent font. C'est qu'un établissement peut être autorisé à accueillir au-delà de sa capacité. Alors, bien évidemment, on vérifie que les conditions d'accueil sont correctes, mais en général, il n'y a pas de souci puisque ce sont les établissements qui les proposent. Et puis, autoriser, par exemple, un accueil temporaire pendant le week-end ou durant une hospitalisation de personnes
qui n'ont pas de place dans l'établissement, mais peuvent être accueillis temporairement. Alors ça, c'est une convention qui a permis de travailler sur des règles qu'on s'est données ensemble, des règles générales. Après, il y a toutes les situations qui sont travaillées avec la MDPH, des situations concrètes. Donc là, l'idée, c'était de permettre à des jeunes de moins de 18 ans d'être accueillis ponctuellement en établissement pour adultes. Alors avec toutes les précautions qu'on doit prendre, hein, puisqu'il faut faire attention aussi à protéger à la fois la personne accueillie, mais aussi le groupe qui l'accueille. Le gel de place pendant plusieurs mois sans pénalité financière, c'est-à-dire qu'on accepte qu'une personne soit accueillie dans un établissement de manière extrêmement progressive pour lui permettre de s'acclimater au groupe, à la vie collective en établissement pour adultes. Il y a aussi des doubles dérogations, des doubles prises en charge qui sont autorisées pour faciliter aussi les périodes de transition. Hein, la MDPH tout à l'heure a souligné la difficulté sur des changements, la difficulté des personnes à s'adapter. Donc, on accepte des doubles prises en charge, des financements de renforts en personnel quand cela s'impose. Alors, c'est des renforts temporaires, hein, c'est jamais de manière pérenne, mais ça permet de passer des moments difficiles et des moments de crise. Et puis, le financement de transport individuel, parce que, comme l'expliquait la MDPH, parfois, la personne pourrait tout à fait être accueillie, mais la question du transport freine et met la prise en charge en risque. Donc, au-delà de cette collaboration au quotidien, les autorités sont en charge de développer une offre hein, pour répondre aux besoins qui évoluent. Le développement de l'offre se passe de différentes manières. Soit on peut médicaliser des places existantes. Donc ça, c'est ce qu'on a autorisé sur le foyer L'Olivet, qui a évolué en fait à la fois dans le public qui l'accompagne et donc dans les moyens qui sont donnés à l'établissement. La création d'un SAMSA qui est vraiment spécialisé sur la prise en charge de l'autisme. La création d'un IME hors les murs sur le bois d'en haut. L'extension d'horaires pour favoriser en fait le répit sur un IME et permettre à des personnes, à des jeunes d'être accueillis le week-end pour des solutions de répit. Et puis la pérennisation des répits sur les établissements de la mutuelle La Mayotte qui permettent des prises en charge pendant les vacances scolaires. Beaucoup de ces projets ont été financés dans le cadre du plan inclusif Île-de-France. Donc, il y a eu un premier appel à manifestation d'intérêt fin 2024 qui a permis l'extension de plusieurs établissements, dont certains sont mentionnés ici. La création aussi, l'ouverture de dispositifs innovants, parce que c'était un peu l'occasion de financer des tentatives, des extensions qui sont relativement petites en termes de nombre, quoi, mais qui sont assez innovantes. Donc, on a ici quelques exemples qui sont financés dans le cadre du plan inclusif ou hors de ce cadre-là, notamment la création d'une équipe mobile santé et besoins spécifiques. Ça, c'était le conseil départemental, il me semble. Non, c'est nous deux, c'est nous. Pardon. C'était avant que j'arrive. Ensuite, il y a la création d'un dispositif hors les murs sur le foyer de la Garenne du Val, avec des places d'accueil temporaires. Donc, c'est vraiment dans cette idée de fluidifier les parcours, d'offrir plusieurs modalités d'accueil pour que les personnes puissent avoir, qu'on puisse adapter leur parcours en fonction des besoins. Les créations d'une nouvelle offre de répit avec la plateforme Respire qui est portée par la Fondation des Amis de l'Atelier. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a remarqué avec la MDPH le besoin d'avoir des répits toute l'année, 365 jours par an, pour les enfants notamment. Et donc d'avoir cet accueil permanent où on peut, à la dernière minute, avoir une place
dans ce dispositif. Bon, il me semble qu'il est quand même déjà assez complet. Mais ça évite les risques de rupture, et on est sur des équipes qui vont être très formées, qui vont devenir experts sur l'autisme à terme. Il y a aussi le projet de l'unité résidentielle qui est porté par EVA. Donc l'ouverture est prévue en janvier 2027, la fin des travaux. Il s'agit de 6 places en toute petite unité pour des jeunes qui ont des TSA très sévères. Donc là, ce sont des jeunes qui ne sont même plus dans les systèmes, dans des institutions que nous connaissons. Ils ne sont plus en IME, tellement les troubles sont importants. Et donc, on a une toute petite unité, ça va être 2 unités de 3 qui permettent d'avoir des temps plus individuels et pour des jeunes qui supportent moins la collectivité aussi. Et comme on a vu que ce projet, 6 places, c'est bien, mais c'est vraiment tout petit par rapport aux immenses besoins qu'on a sur le territoire, EVA a proposé la création d'une équipe mobile en préfiguration de cette unité résidentielle. L'idée était d'avoir des professionnels qui montent en compétences sur l'autisme et qui vont en soutien des établissements, en soutien des équipes, en soutien des lieux de vie, pour qui accompagnent des personnes avec des profils très complexes de TSA. Donc l'idée, c'était de faire une préfiguration et qu'au moment de l'ouverture de l'UR, cette équipe s'arrête. Mais il y a tellement de demandes qu'on a pérennisé cette équipe pour qu'elle puisse servir l'intégralité du territoire. Alors cette dynamique, elle se poursuit grâce au plan inclusif, et on va vous présenter trois appels à projets qui sont dans les tuyaux à court terme, moyen terme, 2 qui vont être sortis avant la fin de l'année sur la création de plateformes adultes et plateformes enfants dans le cadre de la prise en charge des TND. Donc 40 places, création de 40 places d'hébergement, une dizaine de places en EM, en externat, une place en SAMSA, donc toujours dans cette logique de plateforme dans la prévention des ruptures pour la prise en charge adulte, et un dispositif équivalent pour les enfants avec un hébergement externat, CESAD, et une offre 365, toujours dans cette possibilité d'accueillir sur le continu de l'année. Nous avons également, du coup, pour le début d'année 2026, un appel à projet qui va bientôt sortir, d'une création d'une masse pour toujours la prise en charge des TND, donc dans une offre beaucoup plus large et beaucoup moins spécifique que l'on a connue il y a quelques années, une création de 30 places. Donc, je tiens à souligner quand même la très grande collaboration qu'on a avec le conseil départemental pour articuler les créations, la transformation des places en dynamique de plateforme, et je tiens à souligner cette belle collaboration que je prends plaisir à découvrir parce que j'ai pris mes fonctions il y a 3 semaines en tant que responsable de l'autonomie pour l'ARS 95, donc sur le volet PH, enfance et adulte, et le volet personnes âgées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante. Beaucoup de choses se passent dans le Val d'Oise et vont donc encore se passer.